Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ouvrons par le discours du président de la République du haut de la tribune de la 79e Assemblée générale de l'ONU. Félix Tshisekedi a lancé un message fort à l'endroit de la communauté internationale afin que celle-ci impose des sanctions contre le Rwanda. Le chef de l'État congolais a également exigé le retrait sans condition des troupes rwandaises du territoire congolais. On l'écoute. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'Est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix, tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Luanda, que je soutiens fermement, qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, tout en minimisant le risque de crise sécuritaire actuelle, que la crise sécuritaire actuelle ne dégénère en conflit régional. En outre, mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourrait à l'atteinte de cet objectif noble de paix. Et le chef de l'État a également annoncé la candidature de la République démocratique du Congo au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période de 2026 à 2027. Félix Tshisekedi a précisé que son pays a déjà assumé ce poste il y a plusieurs années. Je vous propose ce propos recueilli par la rédaction de la FM Télévision. Qu'après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, la République démocratique du Congo se porte à nouveau candidate, soutenue par l'Union africaine et par la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, au poste de membre non permanent pour la période 2026-2027, lors des élections qui se tiendront à New York en juin 2025. La République démocratique du Congo a déjà occupé cette fonction entre 1982 et 1983, 1990 et 1991, périodes durant lesquelles elle a œuvré pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique et dans le monde. Une fois élue, la République démocratique du Congo entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité, participant à la revitalisation de la Charte des Nations Unies et contribuant de manière constructive aux débats et aux actions qui en découlent. Mon pays sollicite donc le soutien de tous les États membres en vue de son élection. En ces temps où le multilatéralisme est mis à l'épreuve, la République démocratique du Congo réaffirme son engagement indéfectible envers la communauté internationale, prête à assumer avec honneur et responsabilité la mission de forger un avenir où la coopération et la paix prévalent sur le conflit et la division.
Toujours du haut de la tribune de la 79e Assemblée générale de l'ONU, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a émis le vœu de conclure les partenariats avec les investisseurs mondiaux dans le secteur énergétique. Je vous propose cet extrait de la rédaction de la FM Télévision. La République démocratique du Congo aspire à attirer des investissements pour développer la connectivité en Afrique et appeler à la coopération des partenaires multilatéraux et des opérateurs de télécommunications avec à la clé un transfert de connaissances. En effet, l'accompagnement au processus de maillage du pays est une solution prometteuse pour relier le sud et le nord du continent, ainsi que relier l'océan Indien à l'océan Atlantique. Cela comprend la formation de partenariats viables autour du projet hydroélectrique du Grand Inga qui vise à répondre à la demande énergétique croissante de notre continent, exacerbée par la prolifération des objets connectés. De plus, il est essentiel de renforcer la traçabilité des minerais stratégiques, indispensables aux équipements technologiques, afin d'assurer une exploitation responsable et durable de nos ressources. Par ailleurs, la pleine participation et l'engagement des jeunes, tant des filles que des garçons, sont également primordiaux pour bâtir une société durable et inclusive. Ce principe constitue le fondement de la Déclaration sur les générations futures, soulignant notre responsabilité envers les générations à venir et l'importance des décisions qui garantissent leur épanouissement. Mettant à profit son séjour à New York dans le cadre de la 79e Assemblée générale de l'ONU, le président congolais Félix Tshisekedi a initié plusieurs démarches diplomatiques. Il a été reçu par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le premier ministre belge, Alexandre De Croo, ensuite le président polonais. Suivez cet élément de Alain Goma. Félix Tshisekedi a tenu ce mardi une série de réunions de haut niveau à New York, en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies pour aborder des enjeux sécuritaires et diplomatiques clés. Lors d'un entretien avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, Tshisekedi a discuté de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, région en proie à des conflits armés. Ils ont également évoqué l'évolution du processus de Luanda, une initiative régionale pour une paix durable dans le Grand Lac. Guterres a réitéré le soutien des Nations unies aux efforts de la paix dans la région. Dans le cadre de ces échanges bilatéraux, le président Tshisekedi s'est entretenu avec le premier ministre belge Alexander De Croo pour renforcer les relations entre la RDC et la Belgique. La situation dans l'est de la RDC a également été au cœur de leurs discussions, avec un accent mis sur la coopération humanitaire et sécuritaire. Le chef de l'État congolais a ensuite rencontré son homologue polonais, Andrzej Duda, pour discuter de perspectives de partenariat dans les domaines de la digitalisation, de la transformation numérique et de la coopération en matière de défense, particulièrement pour la surveillance de frontières. Les deux présidents ont réaffirmé leur volonté de concrétiser ces accords par des visites réciproques à Kinshasa et à Varsovie. Félix Tshisekedi a également pris part à la séance d'ouverture de la 79e Assemblée générale des Nations unies, où les discussions se concentrent sur les inégalités mondiales et la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies. Dans son discours d'ouverture, Antonio Guterres a insisté sur la nécessité de changements profonds dans le système international. Autre personnalité qui a échangé avec le chef de l'État congolais à New York, c'est l'homme d'affaires Bill Gates. Ils ont évoqué des questions liées à l'appui de cet homme d'affaires dans le secteur sanitaire en RDC. Suivez.
Compté parmi les plus grandes fortunes du monde, M. Bill Gates et la fondation qui porte son nom sont très impliqués dans les actions humanitaires. C'est à ce titre qu'il a sollicité de rencontrer à New York le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire l'évaluation d'actions humanitaires en faveur d'enfants congolais. D'abord, merci beaucoup, mais d'abord, il faut savoir que c'est Bill Gates qui avait demandé lui-même de rencontrer le chef de l'État. Parce que, comme vous savez, la fondation est très impliquée dans le système sanitaire mondial. Et particulièrement dans notre pays, la Fondation lutte pour éradiquer un certain nombre de maladies, notamment la poliomyélite. La poliomyélite, vous savez, c'est cette maladie qui rend les enfants infirmes et qui reste malheureusement des adultes infirmes définitivement. On était en 2022 à 500 cas d'enfants qui sont devenus infirmes. En 2023, on est passé à 200 cas et cette année, on est à 22 cas. Ça veut dire qu'il y a une diminution très importante de la poliomyélite. La deuxième chose, c'est que la vaccination de routine. Vous savez, les vaccins que les enfants reçoivent tous les jours. Notre pays, qui avait fait des gros efforts en 2019, encore vous vous rappelez, il y avait un gros forum avec la Fondation et on venait d'arriver au pouvoir. Et un an après, on avait augmenté le nombre d'enfants vaccinés de plus de 30 points. Là, on est en train de voir comment est-ce qu'on remonte le taux de vaccination de nos tout petits enfants et voir un peu comment aussi aider dans Mpox actuellement, parce que Mpox, vous savez, c'est cette épidémie qui est en cours. Alors, le président de la République a parlé de tous ces problèmes, mais il a aussi posé un problème qui est celui de l'éducation nationale, parce qu'il a demandé effectivement à Bill s'il était possible qu'on aide nos enfants à acquérir des tablettes pour que l'éducation nationale soit facilitée pour la majorité, pour les millions de nos enfants. Alors, Bill a parlé de la connectivité par Starlink. Donc, il va travailler éventuellement pour aider la RDC à avoir une connectivité Internet par Starlink, ce qui pourrait donc ensuite permettre que les tablettes puissent permettre effectivement que les enseignants puissent enseigner même à distance à nos enfants. Monsieur Bill Gates a aussi pris l'engagement d'appuyer les secteurs de l'agriculture de la République démocratique du Congo, pays qu'il souhaite visiter au cours de l'année 2025. Les élections seront bientôt organisées à Yakoma dans la province du Nord-Ubangi et à Massimanimba dans la province du Kwilu. L'annonce a été faite par le président de la CENI au sortir d'une audience lui accordée par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Denis Kadima a affirmé que le blocage lié au fonds est en train d'être débloqué. La CENI va bientôt procéder à la publication du calendrier électoral. Suivez Denis Kadima dans ce propos recueilli par la rédaction de la FM Télévision. Et c'était une visite de courtoisie. Vous savez que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Maintenant qu'il y a une nouvelle équipe, il fallait bien qu'on vienne pour faire le point. D'autant plus que nous sommes à mi-parcours depuis que nous avons commencé. On est vraiment au milieu de notre mandat. Il fallait venir faire le point sur le processus électoral, mais aussi sur toutes les questions pendantes. Il fallait en discuter, c'est ce qu'on a fait, c'était très bien. Yakoma et Massimanimba, c'est très bien. Ce qui bloquait, c'était les fonds, mais je pense que c'est en train d'être décanté et bientôt nous allons sortir un calendrier qu'on va publier pour que tout le monde sache comment ça sera cette rencontre. Le président de l'Assemblée nationale a également échangé avec une délégation des députés du Nord Kivu, du Sud Kivu, ainsi que des provinces de l'Ituri et de la Chopo. Plusieurs questions liées à la situation des populations dans ces provinces ont été au menu de cette rencontre. Suivez. Faisant suite à leurs échanges lors de la session de mars dernier, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité les caucus des députés nationaux de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de la Chopo pour leur faire part de l'avancement de toutes les démarches entreprises par son bureau pour chercher des pistes de solutions aux multiples revendications exprimées lors de leurs derniers échanges. Avec les députés de la Chopo, il était question de donner des directives sur les matières qui devront faire l'objet de termes de référence en préparation pour la tenue du Forum sur la paix dans la province de la Chopo en proie au conflit terrien entre les Mbole et les Lengola. Vital Kamerhe a suggéré de mettre ensemble tous les acteurs, notamment les députés nationaux et provinciaux, la société civile, les confessions religieuses pour réfléchir sur des solutions inclusives. Ayant appris la tension observée lors de la plénière sur les
l'examen de la loi portant prorogation de l'état de siège. Alors qu'il séjournait en Afrique du Sud, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité les caucus des députés de Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu pour échanger avec eux autour de cette question. Il ne faut pas que par nos déclarations ou des guerres internes, nous puissions laisser la voie ouverte aux gens qui nous agressent. Et plus que vous, je ne pense pas qu'il y a des gens qui comprennent la vraie situation dans cette partie de la République démocratique du Congo. Parce que vous connaissez très bien ce problème plus que tout le monde. Vous savez que quand l'ennemi dit oui, peut-être ça veut dire non. Mais les autres ne savent pas ça. Vous connaissez les causes profondes de cette guerre. Tout comme vous savez qu'il y a des gens qui ont des solutions. Le président de la Chambre basse du Parlement a rappelé que le retour de la paix dans cette région est le souci majeur du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui attend de la représentation nationale des propositions concrètes pour faire régner la paix et la sécurité dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et Sud Kivu. Vital Kamerhe a réitéré sa promesse de tenir dans les plus brefs délais une série de plénières sur la question sécuritaire à l'est du pays. Il a tenu à préciser que ça sera une tribune pour ces défenseurs du peuple de réfléchir autour des solutions réelles et de donner toutes leurs suggestions qui seront transmises au gouvernement. Le professeur Vital Kamerhe a cependant appelé les élus de ces trois provinces à mettre en avant des suggestions réalisables et pour l'intérêt de la nation et du peuple. Vive tension ce mercredi devant le palais de la justice. Les membres du cadre de concertation des forces politiques et sociales ont organisé un sit-in pour exiger la libération des acteurs politiques de l'opposition détenus par le service de renseignement. Un mémorandum a été remis auprès du ministre de la Justice, Constant Moutamba. Reportage. Cet engouement devant le palais de la justice traduit la colère des membres de l'opposition au sujet de l'incarcération injuste de quelques membres de leur plateforme. Selon les manifestants, la justice congolaise doit se prononcer au sujet de l'assassinat de Chéribin Okende, de l'arrestation de Seth Kikouni, Daniel Safou, Mike Mukebai et tant d'autres acteurs de la société civile. Calico en main, exprimant l'injustice que subissent quelques membres de l'opposition, ces manifestants ont bravé la peur jusqu'à faire des menaces afin de leur entrer au palais de la justice. Saisi de cette information, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, est personnellement descendu pour recevoir les mémorandums des manifestants. État de droit, l'État Oyo, et sa possibilité, par la citoyen, mi manifester, par inquiétude sur telle ou telle question en société. Mais mon abino n'a vu en donc pour étudier en haut, puis pour revenir vers vous. Le chef de la délégation a pour sa part affirmé que ces genres de manifestations seront organisées jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Dans le cadre du cadre de concertation des forces politiques et sociales, pour venir vous déposer un mot, mais adresser aussi un mot à la République démocratique du Congo. Depuis un certain temps, nous avons constaté que plusieurs bavures, plusieurs intimidations, plusieurs arrestations à l'endroit des opposants congolais ont été effectuées. Le cas récent, vous êtes bien au courant, de Seth Kikouni, qui a été arrêté arbitrairement et qui se trouve pour l'instant dans les geôles de l'ANER, pris en otage depuis plus de 3 semaines. Ancien candidat président de la République à 2 reprises. Mais nous sommes aussi venus demander la libération immédiate de nos compatriotes Jean-Marc Kabound, Mike Mukebai, mais aussi Daniel Savou qui croupit en ce moment dans les geôles de la DEMIAP. Chose que nous trouvons intolérable. Mais nous venons aussi plaider pour tous les activistes des droits de l'homme, mais aussi certains membres de mouvements citoyens qui sont aujourd'hui
dans l'ANER et certains aussi à la Démiable. Et d'autres sont aussi aux arrêts en ce moment à l'ANER Goma. L'opposition congolaise a, à travers cette manifestation de protestation, dénoncé les différentes injustices dont elle est victime. Grogne à la télévision nationale, les agents et cadres de la RTNC ont organisé un sit-in à la primature pour réclamer le paiement de leurs arriérés de salaire et dénoncer le refus du contreseing du nouveau barème salarial par le ministre du Budget, Aimé Boji. Ces agents ont également remis un mémo à la première ministre pour qu'une solution soit trouvée à leurs revendications. En société, sachez que la présence des débits des boissons tout au long des sites universitaires inquiète au plus haut point la population quinoise qui estime que les étudiants doivent vivre dans un environnement sain et non contaminé. Je vous propose la réaction dans cet élément de Jemira Mombungu et Rabi Fouka. Étant un milieu éducatif et instructif, l'université reste le seul lieu où toute personne vient acquérir de l'intelligence. À ce jour, plusieurs universités dans la ville de Kinshasa sont entourées de terrasses, bistrots et autres débits de boissons alcoolisées. Cela fait en sorte que plusieurs étudiants ne sont plus concentrés au cours, mais par contre se livrent à la consommation de l'alcool. Ces comportements inquiètent plusieurs parents rencontrés dans le riz de Kinshasa. Tanet mingi tozomona boye asilisi classe mais akomi ko viser ka cabine misoyo ya tangelaki amoni yango te puisque nini azalaki na ambiance ya babar makambo belebele ba misusu bakoma aka na kotanga classe mais akomi kosala ba makambo oyo ye akosala te makambo eza malamu te parce que classe mena école université c'est humanité za primaire ezali malamu te po nini mwana kotanga na kati ayebi ke sosa bimi manko ya moko mibale tout ça bwana ko voyou ba yanki tout ba na 6e primaire 6e humanité ba te ba professionnaliste 5e humanité c'est quoi le mozalini gouvernement azana laisser aller c'est comme si au tête de l'état salini ils a sous-souté est-ce que ministre tala ka mwana azali c'est ça nini on va changer point nini ba na biso bina biso lobinde bango vina lobinde bango batanga malamu pendrait liboso ministre atali kambutite la makamboyo ande kambo très bien pour na biso ba parents pour na biso ba vrai congolais mais ba na biso ba tanga makambo ya mo makele ya ba te pas na ba musique bona ça na musique pe na ba yer mo déterminé au moins na mo sur peut-être ponanga plus tard 18h ba yo test na bango mais pour niveau école batika sur batika c'est que vient biso ya ba na lobby et baby. Nous interpellons les responsables des universités et instituts de faire la différence entre le milieu festif et récréatif et le milieu éducationnel, car l'éducation congolaise est en jeu. Au même titre, nous interpellons les étudiants qui se plongent à la consommation d'alcool dans le milieu estudiantine. À l'État congolais de prendre à bras le corps cette situation, car les milieux universitaires ne peuvent être entourés de débits de boissons. Ouvrons la page des sports. Les rencontres des premiers tours des éliminatoires de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations sont désormais connus. Les matchs prévus du 25 au 27 octobre 2024 puis du 1er au 3 novembre ont été rendus publics. Je vous propose cet élément de Lionel Ngolo. C'est officiel, la phase finale du championnat d'Afrique des Nations 2024 se déroulera du 1er au 28 février 2025 dans 3 pays organisateurs, je cite, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. 19 équipes au total participeront à cette compétition continentale réservée uniquement aux joueurs évoluant dans un club issu du championnat de leur pays. À la fin des qualifications, les différentes zones, à savoir l'Union nord-africaine de football, l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, l'Union des fédérations ouest-africaines de football A et B, ainsi que les conseils des associations de football d'Afrique australe auront chacune 3 équipes, tandis que les conseils des associations de football d'Afrique de l'Est et centrale, zone des pays organisateurs, auront une équipe de plus.
Retenez que les rencontres du premier tour se disputeront du 25 au 27 octobre 2024 et du 1er au 3 novembre. Les matchs du deuxième tour auront lieu du 20 au 22 et du 27 au 29 décembre prochain. Rappelons que le Sénégal est actuellement le détenteur du trophée remporté en janvier-février 2023 en Algérie lors du CHAN 2022. La RDC avec ses 2 étoiles remportées en 2009 et 2016, les Maroc 2018 et 2020 sont les nations les plus titrées de cette compétition avec 2 sacres à leur palmarès. Sport toujours, ils sont au total 25 léopards seniors convoqués pour la double confrontation contre la Tanzanie les 10 et 15 octobre 2024 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Une liste de Sébastien Desabre qui signe le retour de Silas Katompa, absent depuis la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci pour votre attention. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.